SBL Jambo. Et donc, peut-être avant d'expliquer pourquoi Jambo SBL soutient une initiative comme celle-ci, je vais peut-être d'abord rapidement présenter la SBL. Donc, c'est une SBL qui a été fondée en janvier 2008 par des jeunes issus de la région des Grands Lacs, en particulier du Rwanda. Et au moment de la fondation de la SBL avait un idéal, un objectif, qui était celui de permettre aux populations de la région des Grands Lacs, et en particulier du Rwanda dont on venait, de pouvoir vivre et évoluer dans un état de droit. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui naît a les mêmes chances que son voisin, qui peut construire son destin et rêver sa vie sans avoir peur que du jour au lendemain, sa famille ou lui-même puisse être soumis à l'arbitraire de l'État. C'est-à-dire peut-être venir arrêter son père, tuer sa mère, ou même lui être condamné à l'exil, parce qu'il aurait par exemple exprimé une idée qui ne convient pas à la pensée dominante imposée par la force, par le régime en place. Et la grosse vision de la SBL, le leitmotiv de la SBL, c'est notre slogan que vous voyez souvent, c'est « Soyons maîtres de notre destin ». Alors, lorsqu'on est jeune, parce que la plupart des membres de Jambo SBL, par rapport aux gros événements qui sont passés au Rwanda, notamment en 1994, on était en général assez jeunes, on avait en général en moyenne 10 ans, 12 ans, et donc c'est un héritage qu'on a appris via les témoignages ou en apprenant par nous-mêmes, en lisant ce qui s'était passé. Donc quand on regarde l'injustice qui s'abat sur nos pays, on a tendance à croire que c'est une injustice qui est insurmontable. On a tendance peut-être quand on regarde vers le Rwanda et qu'on voit que l'injustice se maintient encore actuellement par un pouvoir qui a une énorme force militaire et contre laquelle on ne peut rien, on a tendance à croire qu'on ne peut pas avoir un changement de l'intérieur et on commence à croire à d'autres solutions. L'une des solutions à laquelle on pense, surtout quand on est jeune et qu'on a encore plein d'illusions par rapport au monde dans lequel on évolue, c'est peut-être penser qu'on peut se tourner vers ceux qu'on dit la communauté internationale ou les puissants de ce monde. Et donc, parce qu'on est vraiment convaincu que lorsque ces soi-disant puissants de ce monde ont, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, fait une déclaration le 10 décembre 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ont déclaré que chaque citoyen de ce monde, d'où qu'il soit à Tokyo, à Bamako, à Kigali, à New York, à Paris, avait des droits inaliénables comme le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à l'expression, et qu'ils ont dit que chaque citoyen avait ce droit, qu'ils étaient prêts à aider chaque peuple à pouvoir y arriver. Alors ce qu'on fait naturellement, c'est commencer à faire des manifestations, des pétitions, commencer à demander des rendez-vous pour essayer de sensibiliser à la situation, en pensant que peut-être lorsque ces personnes-là verront la situation de détresse dans laquelle nos populations sont, peut-être qu'elles vont nous aider à avoir le changement. Et très rapidement, malheureusement, on comprend que ces personnes sont bien souvent encore plus au courant que nous de la situation dans laquelle nos populations sont. On comprend que souvent, c'est à dessein que ces soi-disant puissants de ce monde n'agissent pas, et voire même encore pire, c'est parfois même en complicité avec les régimes qu'on estime qui sont responsables de la détresse dans laquelle on est. Alors, comme on est face à un tel constat, on commence à perdre les illusions qu'on a, dans lesquelles on a grandi, et on pense peut-être on n'envisage que deux solutions. L'une qui peut peut-être amener des conséquences qui nous paraissent inacceptables, et donc on se dit on ne peut pas envisager cette solution, et l'autre qui est une solution de résignation, de décider de vivre et d'accepter cette injustice comme une fatalité dans laquelle on va évoluer jusqu'au moment où on va mourir. Et ça, c'était peut-être, en tout cas, un état d'esprit qu'on voyait jusqu'au 16 janvier 2010. Donc c'est la date où Victoire Ingabire est allé au Rwanda. Et ce jour-là, il nous a montré qu'une autre alternative était possible, qui était une alternative de voir que le changement pouvait arriver si les populations, si nous-mêmes, on prenait, comme c'est le slogan de Jambo SBL, notre destin en main. Avec l'acte de bravoure, l'action que Victoire a manifestée au Rwanda n'était pas seulement un acte de bravoure, n'était pas seulement un don de soi-même, un abandon de sa famille, d'un boulot confortable avec les risques qu'elle prenait, n'était pas seulement un don exemplaire de soi-même, mais était avant tout, surtout pour nous, ce que ça signifiait, c'était vraiment un espoir
que ce changement pouvait arriver, que ce changement n'allait pas dépendre du bon vouloir de Londres, Washington, de Paris, voire même du bon vouloir ou d'un geste discrétionnaire ou de bonté. Yawa Monodaka Andika. Mais pouvait vraiment arriver si nous-mêmes on comprenait qu'on pouvait, comme nous le pensions à la base, prendre notre destin en main. Alors, ça peut paraître peut-être un slogan de dire prendre son destin en main, et c'est pour ça que je voulais maintenant peut-être parler de la façon dont on peut y arriver, parce que je pense que dès ce soir, chacun d'entre nous peut commencer à prendre son destin en main et participer à ce changement auquel on aspire tous et dont on rêve. Alors, quelle est la solution miracle pour pouvoir y parvenir? Je pense que si on prend tous la peine d'écouter, par exemple, les discours de Victor Ingabire, si on prend le temps d'écouter les discours d'autres femmes courageuses, notamment par exemple Diane Bugala qui s'est encore exprimée il y a quelques jours, ou si on prend le temps d'écouter ou de lire peut-être des analyses plus globales du système, je pense notamment à l'analyse de Andiane Soudaram, son livre est là-bas qui s'appelle Bad News, qui analyse le système du Rwanda, on se rend compte que l'oppression dans laquelle on est, la détresse dans laquelle on est, la principale force sur laquelle ce régime se maintient pour éviter que ce changement auquel on aspire puisse arriver, ce n'est pas la Kalachnikov ou la baïonnette, ce n'est pas le soutien de Paris, Washington, Moscou ou je ne sais quoi d'autre, mais c'est avant tout la peur dans laquelle la population est emprisonnée. Et donc, si on comprend que le principal obstacle au changement est vraiment la peur dans laquelle on est plongé, la solution s'impose d'elle-même et consiste à vaincre la peur que chacun d'entre nous a au fond de lui-même lorsqu'il pense à la situation de notre pays. Alors, comment vaincre la peur? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle ou de formule universelle et magique. Mais je pense que pour cela, c'est à chacun individuellement de faire un examen de conscience. De faire un examen de conscience, de fermer les yeux et de se poser pendant, peut-être certains, ça leur prendra 5 minutes, 1 heure, peut-être une nuit, et de réfléchir aux raisons qui lui font peur. Par exemple, pour certains, ça peut être l'insulte. Est-ce qu'on peut se dire, on a des compatriotes qui sont morts, on a des milliers de compatriotes qui ont été emprisonnés, on a des millions de compatriotes qui sont parfois des membres de nos familles, des amis qui ont été tués, donc emprisonnés pour réclamer ce changement, et nous, on n'oserait pas le réclamer parce qu'on a peur d'être insulté, parce qu'on a peur d'être diffamé, parce qu'on a peur d'être calomnié, ou parce qu'on a peur d'être convoqué chez son patron et de devoir s'expliquer. Et donc voilà, c'est la question qu'on doit se poser. Il y a encore quelques jours, je voulais donner encore un exemple que j'avais déjà cité, c'était l'exemple de Diane Bugala qui, elle, a expliqué, elle venait de faire donc 1 an de prison pour avoir osé vaincre sa peur, et elle a expliqué sa méthode qui lui permet de pouvoir continuer. On lui a posé la question de si elle était toujours motivée, qu'elle n'avait pas peur. Elle a dit que la chose la plus précieuse qu'on a, en fait, c'est notre vie. Et elle a dit, est-ce que mener une vie dans laquelle on est obligé de se retourner et de regarder par-dessus son épaule, mener une vie dans laquelle on vit dans une situation de peur permanente, est-ce que c'est une vie qu'on veut vivre, ou alors on préférerait peut-être même prendre le risque de perdre cette vie-là, mais pour réclamer une véritable vie que de rester dans ce climat de peur? Et donc, pour terminer, je voulais donc vous inviter à réfléchir, à faire cet examen de conscience, à vous affranchir de cette peur, parce que ça commence par nous, Victor Ingabire, Diane et tous les autres prisonniers politiques, notamment je pense à Deomo Shaidi, Annie Tedieka, ce sont des personnes, et Bernard Naganda, qui ont réussi à vaincre leur peur, mais ces personnes-là n'y arriveront pas toutes seules. Ce changement arrivera le jour où nous-mêmes, en masse, nous affranchirons de notre peur afin de briser ce climat de peur qui règne et qui empêche que ce changement puisse arriver. Donc c'est vraiment à chacun d'entre nous, nous pouvons vaincre notre peur et aller inspirer les autres personnes, en commençant ici en Belgique, dans d'autres pays ou même ceux qui sont au Rwanda. Et alors, et tout ce que je peux terminer en disant, c'est que le jour où nous aurons complètement détruit ce climat de peur qui règne dans notre pays, nous n'aurons même plus à réclamer le changement dont nous rêvons tant, parce que le changement sera une conséquence inéluctable du fait qu'on aura brisé ce climat de peur. Merci beaucoup.